Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Les titres de votre journal. À l'invitation du président Alassane Ouattara, le président de la République de Guinée, Alpha Condé, a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire du jeudi 25 au samedi 27 avril. Hier vendredi, le chef de l'État ivoirien a offert un déjeuner à son homologue guinéen. Nous en parlerons dès le début de ce journal avec Sidonie Davila. La première dame, elle, c'est une école primaire qu'elle a offerte à la localité de Ndriko-Fikro. C'était à la faveur de la deuxième édition des fêtes tournantes de Pâques. Cet établissement scolaire vient apporter une réponse à la problématique de déficit de structures éducatives dans cette localité. Vous le verrez dans une dizaine de minutes. Début ce samedi des épreuves du concours direct d'entrée au CAFOP. Ils sont plus de 58 000 candidats à cette session 2019. Le concours direct a été lancé ce matin au lycée moderne du Plateau par Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Après une visite de travail et d'amitié de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président guinéen a quitté Abidjan ce samedi à 11h30. Un séjour qui a permis aux deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Alpha Condé, de revisiter les relations de coopération entre les deux pays en vue de prendre les mesures qui s'imposent pour le développement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le président guinéen a été raccompagné à l'aéroport par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement. Allons-y maintenant au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a offert hier vendredi un déjeuner en l'honneur du président guinéen Alpha Condé qui était en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire depuis jeudi. Le chef de l'État ivoirien a profité de l'occasion pour saluer l'engagement de son homologue en faveur d'une Afrique en paix, un continent qui avance vers le développement. Sidonie Davila. En terre ivoirienne, pour une visite de travail et d'amitié de 72 heures, le président guinéen Alpha Condé a été reçu à déjeuner par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La volonté d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération ivoiro-guinéenne est si importante que les deux chefs d'État n'ont pu s'empêcher de l'évoquer au cours du déjeuner. Nous avons noté que le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Guinée reste très modeste et ne reflète pas les remarquables potentialités économiques que possèdent nos deux pays. Votre visite nous a donné l'occasion d'examiner les voies et moyens de dynamiser nos échanges commerciaux et de renforcer la coopération entre nos deux pays. En effet, les opportunités d'investissement sont nombreuses dans le secteur agricole, les services, la petite industrie ou encore le commerce. Nos pays ont surtout vocation à travailler ensemble afin d'intéresser nos partenaires à la réalisation de grands projets communs d'infrastructures tels que les chemins de fer, les ports, les routes, l'interconnexion électrique qui permettront d'accélérer notre développement et de renforcer l'intégration régionale. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a saisi l'occasion de ce déjeuner pour élever le président guinéen Alpha Condé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national. Tout en portant un toast, les deux présidents se sont dit confiants qu'il existe encore de grandes possibilités d'approfondir la relation bilatérale. Aucun de nos pays ne peut se développer seul parce que nous avons un marché étroit. Donc ça ne peut pas nous épanouir, il faut qu'on ait un marché plus large. Nous avons une population jeune. Avec une nouvelle technologie et l'accélération de l'histoire, nous pouvons très rapidement rattraper notre retard, à condition qu'on maîtrise le savoir des nouvelles technologies, qu'on ait l'énergie et les infrastructures, ce qui va nous permettre de transformer nos matières premières sur place. Et cela, je suis très optimiste parce que les jeunes Africains n'ont rien à envier aux Européens ou aux Américains dans la maîtrise des nouvelles technologies. Ils maîtrisent aussi bien que les Européens. Donc nous avons aujourd'hui le savoir, les matières premières, une population jeune. Nous allons donc continuer à coopérer. Pour cette rencontre, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et la délégation guinéenne ont fait le déplacement.
Le président guinéen était donc en Côte d'Ivoire depuis jeudi, et ce jusqu'à ce samedi. Il était accompagné d'une forte délégation, parmi laquelle le ministre guinéen de l'Intérieur. En marge de la visite officielle, Bourema Condé a eu une séance de travail avec son homologue ivoirien, Sidiki Diakité. Au cœur de leurs échanges, la gestion de la frontière de Ouahénou. Il est question de renforcer la cohésion entre les peuples vivant dans cette zone. Le reportage complet d'Ahmed Traoré ce soir dans le 20h. Le 20h qui vous sera présenté par Marie-Laure Ngoran. On va maintenant s'intéresser à cette audience du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a ouvert hier les portes de son bureau au président, directeur général de l'AIMS, l'Institut africain des sciences mathématiques. L'AIMS qui se bat pour la transformation économique et industrielle du continent à travers les TIC. On retrouve Sidonie Davila. Il est le président du plus grand réseau de sciences mathématiques, IMS. Thierry Zoumaoun, à la rencontre d'un autre passionné de chiffres, Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la Côte d'Ivoire, pour parler sciences, mais aussi pour échanger sur la politique d'innovation pour la transformation socio-économique et industrielle du continent africain. Il s'agissait concrètement de discuter avec les autorités gouvernementales, par l'intermédiaire du vice-président, de notre projet de déployer en Côte d'Ivoire un écosystème de sciences mathématiques et d'innovation. Ce que nous entendons par là, IMS, l'Institut africain des sciences mathématiques, c'est le plus grand centre, le plus grand réseau de centres d'excellence en sciences mathématiques et applications. Donc nous sommes présentement dans 6 pays et nous voulons ouvrir le 7e centre ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un ensemble de programmes portés sur les technologies de pointe, sur les formations scientifiques, sur les inventions et les découvertes, sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement des sciences mathématiques, sur le développement des liens entre les sciences mathématiques et le monde de l'entreprise. Dans ce projet, la Côte d'Ivoire gagne 3 choses. La première chose que la Côte d'Ivoire gagne, c'est d'être la tête de pont dans la sous-région en termes de formation de scientifiques. Deuxième chose, c'est de renforcer la recherche scientifique, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région. Et troisièmement, c'est le positionnement stratégique et technologique de ce pays. Nous voulons y contribuer. Pour son modèle scientifique de réflexion indépendante, l'Institut a acquis une renommée internationale. IMS, c'est plus de 740 diplômés de 42 nations africaines. C'était un reportage de Sidonie Davila. Si pendant longtemps, Ndriko Fikro a souffert du manque de structure éducative, les habitants de la localité peuvent pousser aujourd'hui un sourire de soulagement. Dominique Ouattara, la première dame, vient de leur offrir une nouvelle école primaire. Alexis Ouedraogo nous amène la visiter. Ndriko Fikro, à 17 km de Guitry. Yao Patricia, directrice de cabinet de la première dame et députée maire de la localité, remet 3 salles de classe, 3 résidences, une cantine et 2 blocs de latrines. Le don est de la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants CNS. La structure, financée par le Conseil du Café Cacao, vient apporter une réponse à la problématique du manque de structure éducative dans la localité. Yao Patricia, députée maire de Guitry et secrétaire exécutif du CNS, profite de la cérémonie pour sensibiliser les populations à l'importance de la scolarisation des enfants. En bouchant la même trompe, le préfet du département, Yao Patricia, invite lui les populations à prendre soin de cette infrastructure pour le plus grand bien des enfants. Pour le président de la Fondation mondiale du cacao, Tim McCoy, il est important de lutter contre le travail des enfants. Pour lui, l'école est la seule alternative pour garantir leur avenir. Et la nouvelle école primaire de Ndriko Fikro sera peut-être le point de chute de quelques-uns des 58 000 candidats au concours d'entrée au CAFOP. Et oui, la session 2019 du concours direct est lancée depuis ce matin par Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était au Collège moderne du Plateau en présence de notre reporter Ouattara Wattler.
Concours direct d'entrée dans les CAFOP, session 2019. Les files d'attente dues au contrôle d'accès au centre de composition du Collège moderne du Plateau laissent entrevoir l'engouement au niveau des candidats. Je suis là depuis 6h30. C'est un rêve. Vu le badage, j'ai aimé l'enseignement, voilà pourquoi je suis là. 8h30, la sonnerie de l'établissement retentit. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle procède au lancement des épreuves après vérification des paquets contenant les copies. C'est par l'épreuve de mathématiques que débute ce concours. Au Collège moderne du Plateau, 500 candidats répartis dans 20 salles sont à la conquête du titre d'instituteur adjoint. Ce sont des sujets d'exercice qu'on a déjà vus en seconde, voilà, donc ça ne m'effraie pas, je ne suis pas inquiet. Je suis plus sereine parce que c'est carrément abordable. Et on a fait les cours de préparation appropriés pour se rafraîchir la mémoire. Un autre centre de composition, le lycée moderne de Trècheville. La ministre Kandia Camara attire l'attention des candidats. On vient à l'enseignement par vocation, a-t-elle prévenu. Les candidats disent être conscients des réalités du métier d'instituteur. Mais quand on aime quelque chose, on est prêt à braver toutes les difficultés parce que faire quelque chose qu'on aime, se réjouir là-dedans, c'est tout ce qu'on peut espérer pour notre épanouissement. J'ai choisi l'enseignement parce que c'est un métier que j'ai aimé depuis le bas âge, à cause de mon maître de CE1. Dans l'ensemble, la tenue du concours direct d'entrée dans les CAFOP session 2019 se déroule bien. La ministre de l'Éducation nationale s'en félicite. Le président de la République a décidé de recruter pour cette année 6 000 enseignants instituteurs adjoints. Et pour ces 6 000 places, nous avons 58 637 candidats. Donc c'est dire qu'il y a de l'engouement pour le métier d'enseignant. Donc nous nous félicitons de pouvoir le faire ce matin. L'après-midi sont prévues les épreuves de français et de culture générale. Les épreuves écrites se tiennent en une journée. Les admis seront soumis à un test psychotechnique qui ouvre la porte du CAFOP pour une formation de 2 années débouchant au métier d'instituteur. 58 637 candidats composent donc ce samedi. Du côté de Bouaké, ils sont plus de 4 000 répartis dans 8 centres d'examen. Tout comme à Abidjan, ils ont composé dans 3 disciplines, notamment les mathématiques, le français et la culture générale. Les autorités locales sont allées apporter leur soutien aux candidats et s'assurer du bon déroulement des épreuves. Reportage RTI Bouaké, Djeneba Ouattara et Kwadio Kwame. Plus de 4 000 candidats repartis dans 8 centres composent dans les disciplines de mathématiques, de français et de la culture générale au concours direct d'entrée au CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique, session 2019. Les autorités locales sont venues apporter leur soutien aux différents candidats et s'assurer du bon déroulement du concours. Les candidats ne sont pas seulement de la région de Bouaké. Nous recevons ici les candidats de Katola, de Mankono, et puis d'ailleurs de toute l'étendue du territoire, parce que certains candidats de régions plus éloignées ont choisi de composer à Bouaké. Toutes les dispositions qui ont été prises sont appliquées, les chefs de centre sont présents, les superviseurs sont présents, des surveillants qui ont été convoqués sont également présents. Nous avons constaté peu de candidats absents. Une fois qu'on aura fini avec ce premier tour, il y aura l'admissibilité. Après l'admissibilité, les candidats admissibles vont faire le test psychotechnique. C'est après le test psychotechnique qu'on va déclarer les candidats admis définitivement. Nous voulons donc compter sur vous pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Nous voulons donc vous demander d'éviter de tricher. Donc on vous encourage. Ensuite, cap a été mis sur le lycée moderne TCF, l'un des centres de composition. Les mêmes mots d'encouragement ont été prononcés à l'endroit des candidats. Les résultats sont prévus pour le mois de mai 2019. 10 villes ont été retenues pour ce concours direct d'entrée au CAFOP 2019 en Côte d'Ivoire. Plus de 58 000 candidats composent pour 5 000 places.
58 637 candidats pour 6 000 places. Les négociations enseignants-gouvernement ont abouti à un consensus. Plus de rétention des notes du deuxième trimestre au secondaire. Pour le bonheur des élèves de Côte d'Ivoire, le SINESI, le syndicat national des enseignants du second degré, a levé le mot d'ordre hier à son siège à Yopougon. Le témoignage de Pierre Dipomelin et Franck Quadio. Les élèves des lycées et collèges auront accès à leurs notes. C'est la décrispation dans le secteur éducation-formation après les troubles observés ces derniers mois. La mesure de rétention est levée par le SINESI, syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Les notes étaient retenues par les enseignants pour motif de grève. Un rapport de synthèse des négociations prenant en compte l'essentiel des revendications du SINESI a été adopté et déposé sur la table du Premier ministre. Le bureau exécutif national du SINESI constate les conditions d'un dialogue social franc. Il lui sied donc de montrer à l'État sa bonne foi et de prendre à témoin l'opinion nationale, notamment les parents d'élèves, les chefs traditionnels et les guides religieux. Par conséquent, le bureau exécutif national du SINESI demande à l'ensemble de ses militantes et militants d'achever les corrections des évaluations, de vérifier les moyennes avec les élèves, de rendre les moyennes à l'administration, de participer aux autres activités de fin de trimestre. C'est le résultat des négociations de sortie de crise que le gouvernement avait engagées avec les syndicats des enseignants à Grand Bassam. C'est l'occasion de remercier très sincèrement Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour sa disponibilité, ainsi que son Excellence Monsieur le Premier ministre pour son implication personnelle pour la résolution de cette crise. Tout est bien qui finit bien donc. Le secteur de l'éducation-formation retrouve son calme au grand bonheur des élèves, de leurs parents et des partenaires de l'école ivoirienne. Tout autre chose à présent, Amadou Soumaoro est au Burkina Faso dans le cadre de la 11e conférence des présidents de l'Assemblée de la région de l'Afrique, de l'Assemblée parlementaire francophone. En marge de cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été reçu par le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Sur place, on retrouve Moussa Konaté, notre envoyé spécial à Ouagadougou. Amadou Soumaoro est à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dans le cadre de la 11e conférence des présidents de l'Assemblée de la région Afrique, de l'Assemblée parlementaire francophone. Reçu à Kosiam par les présidentielles, le chef du Parlement ivoirien est porteur des messages du président Alassane Ouattara à son homologue du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Avec le chef de l'État du Burkina, nous avons échangé sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous savez que nos deux pays sont liés, tous les Ivoiriens. Quand nous sommes à Ouaga, nous nous sentons chez nous. Nous sommes deux pays liés par le destin. Donc voilà un peu la raison pour laquelle le président du Faso m'a accordé une audience. Une rencontre qui démontre l'excellence des relations ivoiro-burkinabées. La Côte d'Ivoire sera également représentée à cette rencontre des présidents de Parlement par une délégation du Sénat, conduite par le président Jeannot Ahoussou Kouadio. Au quartier Mikao de Yopougon, les robinets sont à sec. L'eau manque dans les ménages. Selon les habitants de la zone, la situation dure depuis plusieurs mois. Informé, Tchagba Laurent s'est tout de suite rendu sur place et après avoir échangé avec les populations, le ministre de l'Hydraulique a promis des solutions dans les 15 prochains jours. Ces propos sont recueillis par Francis Boifou. Il y a 5 jours, les populations de Mikao et 8 sous-quartiers de la commune de Yopougon étaient dans les rues pour réclamer de l'eau potable. Voici ça, nous n'avons pas d'eau. Voici la preuve. On n'a pas de l'eau dans nos robinets. Nous sommes fatigués, on veut l'eau maintenant. Vendredi, le ministre de l'Hydraulique a conduit une délégation dans ces quartiers pour apaiser les habitants et dit surtout l'engagement du gouvernement à trouver rapidement la solution au problème d'eau. Les travaux ont déjà démarré, des dimensionnements ont été faits à un moment donné. Au plan technique, la population n'était pas à ce niveau-là. Les besoins ont augmenté, donc naturellement les infrastructures qu'on a mises en place au départ ne répondent plus.
Donc il faut très rapidement changer ces infrastructures, changer les canalisations et puis apporter des canalisations qui peuvent permettre de drainer de l'eau convenablement vers les populations. Je voudrais dire à la population de demeurer dans la patience parce que des instructions ont été données par le président de la République et le Premier ministre pour que tous ces quartiers qui sont dans la situation de déficit chronique puissent être pris en compte dans les meilleurs délais et faire en sorte que surtout à mi-Cao, ce problème-là soit réglé. 15 jours, c'est le délai que s'est fixé le ministre de l'Hydraulique pour amener de l'eau potable dans les ménages. Nous avons entendu pendant 7 mois. Et ce n'est pas aujourd'hui où le ministre est venu nous voir, qui nous a dit que jusqu'à 15 jours, l'eau va venir et puis on va se fâcher. On est d'accord avec ce qu'il a dit, on attend. Qui d'entre nous peut se passer pendant 48 heures ou même une journée de son téléphone portable? Bien malin qui pourra le dire. C'est indéniable, ces outils sont aujourd'hui indispensables dans notre quotidien. Ils se substituent à l'agenda, le réveil, la calculatrice, le poste radio, le poste téléviseur, l'ordinateur et j'en passe. Alors, cette question, comment le marché du téléphone portable a-t-il évolué en Côte d'Ivoire? Nous avons tenté de comprendre. Fabricants, vendeurs, agréés et réparateurs, comment les acteurs de la téléphonie mobile séduisent les consommateurs? C'est un grand reportage signé Christian Dago et Didier Nguesson. Plus d'un Ivoirien sur 2 possède au moins un téléphone mobile. Le nombre de téléphones portables en circulation dans le pays est supérieur au nombre d'habitants. Il est estimé en 2018 à plus de 30 millions d'unités. Smartphones, tablettes et phablettes, voici les nouvelles attractions. Comme dans la plupart des pays africains, le marché ivoirien du téléphone mobile est dominé par des fabricants internationaux. Depuis notre ouverture en 2016 jusqu'à l'heure où nous parlons là, on sent que le volume augmente d'année en année. Non seulement on a des partenariats avec les opérateurs, mais on permet à tout le monde d'avoir à un prix qui est vraiment raisonnable. Pour les clients de ce fabricant américain, posséder un smartphone est une identité sociale. J'ai décidé de choisir d'acheter un parce que je me sens plus à l'aise avec le téléphone et j'aime bien son design et je suis plus habituée à utiliser, donc je pense que j'aurais du mal avec un autre téléphone. Le prix est excessif, mais il est durable et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Parce que j'ai fait la comparaison avec d'autres Android. Et j'en suis au point que me convient bien. Sur les marques de téléphone en provenance d'Asie, ses clients ont réussi à surpasser certains préjugés. Les premiers portables qu'on appelait Shinshop, quand vous mettez le portable par exemple en français, vous voyez au Bluetooth, vous allez voir d'autres bleus, avec même, on va dire, les logos n'étaient pas nets, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est carrément différent, quoi. Déconstruire les fausses croyances en améliorant le produit. Une approche marketing qui vaut son pesant d'or. En moyenne par semaine, on va au-delà de 8000 pièces de smartphones par semaine. Nous avons étudié un peu la mentalité des Ivoiriens. Nous avons répondu à leurs attentes. Donc, ce qu'ils recherchent dans les téléphones de grandes marques, ils ont la possibilité de le retrouver dans les téléphones. Donc, il n'y a vraiment pas de complexe à ce niveau. Derrière cette croissance se cachent des dénicheurs de marché à fort potentiel qui n'hésitent pas à venir sur place en Côte d'Ivoire, là où d'autres marques se font représenter. Nos produits sont focalisés sur les consommateurs. Le design de nos téléphones est confectionné en fonction des besoins des consommateurs africains. La Côte d'Ivoire représente 20% de notre marché de smartphones. Notre marque est dans le top 5 dans 10 pays et c'est la place que nous occupons dans le monde. La contrefaçon affecte les affaires. Nous avons besoin de l'aide des gouvernements pour combattre et protéger le business. Auparavant appelés Shintok, en rapport à leur provenance et à la qualité jugée bas de gamme, ces produits se sont nettement améliorés ces dernières années, faisant chuter le coût du smartphone sur le marché ivoirien. Autre levier de cette dynamique, la vente en ligne. Un téléphone sur 3 est acheté via les plateformes de e-commerce. Les commandes sont préparées dans ces entrepôts. Une fois que la commande a été passée par le client sur Internet et validée par notre service client,
on va prendre le relais et on va aller livrer les clients à l'intérieur du pays et partout à Abidjan. On a aujourd'hui plus de 500 vendeurs actifs de téléphones sur la plateforme. À côté de cette plateforme, d'autres exercent dans l'informel. À Djamé Black Market, il est 7 h du matin. Pour Pascal, c'est une nouvelle journée qui commence. Ici, c'est sous des arbres de fortune que se fait le business. On se connaît, tu vois, non? Si tu as 80 000 à te donner. Ces vendeurs sont des blackies, les hommes d'affaires dans le jargon du marché noir. Ils disposent de tout type d'appareils, à condition bien sûr d'y mettre le prix. Un truc de 500 000, nous on peut vendre au moins à 450 000. Contrairement aux revendeurs agréés, ce marché a mauvaise réputation. La plupart des appareils vendus seraient d'origine douteuse. Parallèlement à la distribution, d'autres activités se sont développées autour du téléphone portable. Marcelin, ancien étudiant, s'est reconverti en réparateur. Je suis rentré dans la réparation depuis 2011. Je peux réparer environ 6 téléphones par jour. Je peux réparer au-delà, mais ça dépend aussi souvent des pannes. Pour les téléphones qui ont des services après-vente, moi je vais dans ces services-là que lorsque le téléphone du client est éteint et puis ce client est sous garantie. Pour garantir votre téléphone, dès que vous avez un problème, la première idée qui doit vous venir en tête, c'est de venir dans le centre de services agréés. La garantie que nous offrons couvre 12 mois. Il y a des conditions. On dit tout dommage qui est dû à l'utilisateur n'est pas couvert par la garantie. Avec l'arrivée sur le marché de nouveaux terminaux chaque année, la Côte d'Ivoire reste une terre promise des téléphones mobiles, à l'instar de la sous-région. Selon un rapport publié en 2016, l'Afrique subsaharienne, avec 6,1% de taux de croissance moyen, reste le marché le plus porteur du téléphone mobile. Le monde de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, un grand reportage signé Christian Dago et Didier Nguesson. On en vient maintenant à cette rencontre entre Mamadou Touré et Luvic Ossi. Le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et les membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ont eu une séance de travail hier dans la commune du Plateau. Le ministre s'est attelé à expliquer aux maires de Côte d'Ivoire le volet autonomisation des femmes et des jeunes, non sans solliciter leur concours. Le reportage de Théodore Zouzou dans un récit de Franck Quadion. Permettre à 500 000 jeunes d'obtenir un emploi durable et à 150 000 autres d'accéder à un stage, l'objectif de cette séance de travail. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire Luvic Ossi échangent sur la question. Cette rencontre entre dans le cadre du programme social du gouvernement dont le 4e axe est de permettre l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Il s'agit de solliciter l'appui des maires de Côte d'Ivoire afin de réussir l'insertion des jeunes et des femmes. Nous passons à une phase opérationnelle au niveau de la mise en œuvre de ces politiques et cela ne peut se faire que si l'ensemble des acteurs ne sont impliqués. Et les maires, pour nous, sont des acteurs clés qui nous permettront donc de toucher les jeunes dans les hameaux les plus reculés. L'initiative du ministre Mamadou Touré a permis d'évaluer la coopération entre les maires, de décliner la politique sociale du gouvernement à travers 4 dispositifs qui sont le renforcement des compétences, la mise en stage à l'entrepreneuriat des jeunes ainsi que les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les maires de Côte d'Ivoire apprécient. Nous sommes, en tant que maires de Côte d'Ivoire, nous sommes déterminés à être des bras séculiers éclairés de la mise en place du programme social du gouvernement qui touche avant tout nos populations. Nous avons donné aussi notre parole pour que nous soyons toujours là quand on va nous appeler pour que nous puissions assurer justement ce programme social du gouvernement. Les maires seront plus impliqués, seront les points focaux pour que les problèmes de jeunesse, les problèmes d'emploi seront traités à la racine. Cette rencontre vient après celle accordée au ministre des Sports, du Tourisme, de l'Artisanat, de la Salubrité, du secteur privé et des chambres consulaires afin d'éviter la précarité touchant les femmes et les jeunes de Côte d'Ivoire d'ici à 2020. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 10 juillet 2015 portant code du travail, le mercredi 1er mai 2019, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé des mains du ministre Pascal Abinan. Faire de 2019
2019, l'année du social dans le domaine de la construction et du logement et de l'urbanisme. Voilà la vision du gouvernement qui s'est engagé en début d'année à redéfinir la politique du logement en Côte d'Ivoire pour l'adapter à la bourse des populations. Un appel entendu par le secteur privé qui s'engage. L'entreprise ivoirienne de construction et de services vient d'initier un programme immobilier en vue de répondre à la forte demande de logement en Côte d'Ivoire et aussi d'offrir des habitats aux populations. Le programme qui s'appuie sur la coopération ivoiro-turque-espagnole entend encourager l'initiative publique-privée. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a rendu hommage à un de ses illustres membres, professeur Barthélémy Kotchi. Décédé le 19 janvier dernier, l'ancien président de l'Académie aura été un des premiers universitaires ivoiriens qui a contribué à la formation de milliers de cadres, membres fondateurs de l'ASCAD. Son inhumation est prévue pour ce samedi dans son village natal, au Kouguié, dans le département d'Agboville. Serge Colléa. Ils se sont retrouvés à l'ENS, à l'École normale supérieure, pour un dernier hommage à leurs confrères. Les membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et les diasporas africaines ont tenu à saluer le riche parcours universitaire du professeur Barthélémy Kotchi. Piquet d'honneur, témoignages, dons à la famille ont marqué ces instants. Je ne peux que remercier l'ASCAD d'avoir permis d'honorer la mémoire de leurs frères. Né en 1934, Barthélémy Kotchi était professeur titulaire de lettres et écrivain. Il a fait son entrée à l'université d'Abidjan en 1969. À son actif, plusieurs œuvres littéraires et publications universitaires. Kotchi n'est pas simplement un enseignant, mais c'est un guide. Il est connu pour être un homme, un enseignant, un scientifique de vérité. Deuxièmement, c'est un patriote. Il s'est engagé dans l'éducation avec toute sa foi pour contribuer au développement de sa nation. Décédé le 19 janvier 2019, l'ex-président et membre fondateur de l'ASCAD sera inhumé ce samedi 27 avril à Okouguié, son village dans le département d'Agboville. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. À demain, 13h sur RTI 1 et sur rti.ci.